Quelques mots pour commencer à présenter la société Digdash. Donc, on a un seul logiciel de notre portefeuille. Ce logiciel s'appelle Digdash Enterprise. C'est un logiciel de tableau de bord agile qui permet de faire de la visualisation, de l'exploration et de l'analyse de données. Pour compléter, Digdash existe depuis 2006. Notre siège social est basé à Aix-en-Provence. On a également un bureau à Paris, à Madrid. On a plus de 450 clients, ce qui représente plus de 150 000 utilisateurs dans 25 pays, en 12 langues. On a une croissance annuelle assez confortable. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur les aspects concurrentiels, je vous invite à télécharger le BI Survey 2019 qui est présent sur notre site web. Alors, c'est une enquête qui a été réalisée par un cabinet allemand indépendant, le cabinet BARC, et qui nous positionne parmi d'autres produits de la gamme de tableaux de bord, au sens large du terme, la présentation de données. Je voudrais expliquer un petit peu plus ce que fait la plateforme Digdash avant de voir les exemples précis. La plateforme Digdash est vraiment une plateforme qui permet de construire des applications destinées au métier. Donc ça va de la préparation des données, la capacité à collecter, agréger, transformer, jusqu'à l'aspect visualisation, donc cette capacité effectivement à présenter des éléments de manière précise avec des interactions, des tableaux, des graphiques, etc. Donc c'est vraiment ça le cœur du sujet. On a également un volet publication. Alors ce qu'on entend par publication, c'est l'aspect un peu plus statique des choses. Quand on est en mode data visualisation, on va laisser l'accès à l'utilisateur de pouvoir de manière dynamique filtrer, explorer, rentrer dans le détail. Sur la publication, on est plus sur un volet export vers un document, que ce soit du HTML, du PowerPoint, de l'Excel, du PDF. Tout ça sont des formats qui sont gérés nativement dans Digdash. On a également ce qu'on appelle un volet analyse avancée qui s'adresse à des utilisateurs un petit peu plus expérimentés autour de la donnée et qui voudraient faire des choses comme l'analyse ensembliste, l'analyse prédictive. Donc tout ça est fourni sous la même bannière, même licence, donc il n'y a pas de licence supplémentaire pour ces utilisateurs, c'est juste il faut avoir la compétence quelque part sur le traitement de la donnée. Autre point important, la plateforme est entièrement configurable. Alors je pense que là vous allez voir des exemples assez précis d'intégration de Digdash au cœur de look très différents. C'est pour ça qu'une application Digdash, un tableau de bord Digdash ne ressemble pas forcément à son voisin. Tout est vraiment très configurable. Ça fait partie un petit peu du cœur de notre produit. Alors, je voulais aussi expliquer qu'on n'est pas une plateforme d'IA pour les gens qui recherchent ces choses-là. C'est pas nous. On utilise, nous, l'intelligence artificielle pour accompagner nos utilisateurs sur principalement deux fonctionnalités. La première, c'est ce qu'on appelle le requêtage en langage naturel. C'est ce qui va permettre à un utilisateur de poser une question dans sa langue maternelle à son système et d'obtenir en réponse un rapport, un tableau, un graphique, qui en fonction des données auxquelles il a accès, va choisir la meilleure représentation visuelle pour présenter cette information. Deuxième fonctionnalité que l'on utilise, où l'on utilise l'IA, c'est la découverte de données. La découverte de données, c'est un scénario dans lequel on veut laisser des utilisateurs métiers, donc avec relativement peu de compétences de données, charger leurs propres données. Donc là, on va effectivement les aider à découvrir ce qu'il y a dans leurs données. Est-ce qu'il y a un axe géographique, temporel, est-ce qu'il y a un axe organisationnel, donc pour pouvoir automatiquement leur faciliter la navigation sur ce jeu de données. Par exemple, regrouper les régions en continents, créer une hiérarchie sur l'axe temporel, etc. Donc, tout ça sont des choses qu'on va pouvoir faire automatiquement. Ok, alors en termes de restitution, on essaye vraiment de couvrir tous les besoins d'une organisation dans Digdash. Donc le tableau de bord de pilotage, l'objectif c'est vraiment le pilotage stratégique, c'est de présenter des indicateurs de manière assez condensée pour pouvoir prendre des décisions très rapidement. L'idée c'est d'avoir une vue à 360 degrés d'une problématique particulière et en un clin d'œil de pouvoir répondre à cette problématique. Donc l'idée c'est pas la navigation ici, c'est vraiment la visualisation instantanée de l'information. Deuxième type de tableau de bord, le tableau de bord d'exploration. L'objectif est complètement différent. Ici, on cherche à rentrer plus dans le détail de l'information, c'est-à-dire laisser la capacité à l'utilisateur de naviguer dans les données, filtrer, driller, changer d'axe d'analyse. Donc ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir réaliser pour être beaucoup plus en mode opérationnel et trouver des informations qui sont cachées dans nos données. Et puis le dernier type de tableau de bord que l'on appelle, nous, tableau de bord de communication, vous l'avez peut-être déjà entendu sous le terme data storytelling ou ce genre de choses-là. Le tableau de bord de communication, sa vocation, c'est quoi? C'est partager des informations à un public un peu externe à la donnée. C'est-à-dire que si je lui présente juste des chiffres, des tableaux, des graphiques, etc., ça ne va pas être suffisant pour sa compréhension. Il va falloir que j'accompagne ces chiffres, ces graphiques, ces tableaux d'explication de texte, entre guillemets, donc effectivement d'analyse qualitative pour pouvoir vraiment mieux faire comprendre à l'utilisateur ce qu'il peut voir. Alors en termes de positionnement, notre objectif c'est d'être très centré sur l'utilisateur. Et pour nous, centré sur l'utilisateur, ça veut dire deux choses.
La première chose, c'est de donner beaucoup d'autonomie à l'utilisateur, quel que soit son niveau d'expertise. Qu'il soit un débutant ou un expert, ben on va lui fournir des outils différents pour qu'il soit capable d'utiliser le produit très facilement. Deuxième chose, c'est la capacité de diffuser l'information sur n'importe quel type de support. Donc que je sois sur un PC, une tablette, un smartphone, il n'y a pas de différence, on va pouvoir accéder à de l'information dans DigDash. On veut aussi, et c'est important ici, que le tableau de bord centralise toutes les activités décisionnelles. L'activité décisionnelle, pour la plupart des utilisateurs, c'est juste de consulter de l'information. Pour d'autres, ça va être d'explorer, d'analyser, de prédire, de créer. Donc, toutes ces activités peuvent être conduites depuis la même interface dans DigDash. Alors, quand on parle de création, on est toujours dans DigDash en mode collaboratif, enfin, en tout cas, si vous le décidez. Quand on crée, on peut tout de suite partager à un autre utilisateur. Il n'y a pas de publication, entre guillemets, parce que tout se fait à travers une interface web. Le point important à comprendre, c'est que pour cet axe collaboratif, on a vraiment voulu pousser beaucoup plus loin avec un système de commentaires, c'est-à-dire qu'on est capable d'échanger autour de jeux de données sur des points précis de ce jeu de données en créant des forums de discussion qui sont organisés autour de la donnée. Alors, je vais revenir sur quelques concepts importants. J'ai parlé dès le début de la présentation de tableau de bord agile. Je voudrais expliquer un petit peu mieux ce que nous, on entend au sein de DigDash par la notion d'agilité. Pour nous, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est la facilité de mise en œuvre. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai mis en place mon tableau de bord, où j'ai l'intention de mettre en place le tableau de bord et le moment où des utilisateurs vont pouvoir le consommer, il faut que ce temps soit le plus court possible. Ça, c'est vraiment le délai de mise en œuvre. On a vraiment facilité pour que ce soit simple de créer un tableau de bord. Mais en fait, ce n'est pas l'aspect le plus important de l'agilité. Le principe de l'agilité, c'est un processus itératif. C'est-à-dire que je vais commencer petit, je vais peut-être avoir un petit tableau de bord, mais petit à petit, je vais rajouter du contenu supplémentaire. Donc, c'est la maintenabilité à travers le temps de mon tableau de bord qui va faire l'importance de la solution. Et dans DigDash, on a tout orienté pour que cette maintenabilité soit la plus simple possible, que ce soit au niveau des créations de sources de données, de changement de charte graphique, d'addition d'indicateurs supplémentaires. Donc, tout ça est vraiment facilité. Deuxième concept important, l'ubiquité. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement, le fait qu'on puisse diffuser de l'information sur n'importe quel type de support. Je vais rajouter une contrainte que nous, en tant qu'éditeur, on s'est fixée, une contrainte supplémentaire. Il ne faut pas qu'on ait installé quoi que ce soit sur le poste client. Ça veut dire qu'effectivement, que je sois sur un PC, sur Windows, Linux ou bien même sur un Mac, rien à installer puisqu'on va utiliser le navigateur, quel qu'il soit, tel qu'il est déjà installé sur le poste. Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox. Je parle d'Internet Explorer au sens large du terme, ça peut être Edge, etc. Donc Opera, il n'y a pas de contrainte, pas de plugin à installer. Vous pouvez consulter ou créer des tableaux de bord avec cette configuration-là. Sur les plateformes mobiles, c'est la même chose, que je sois sur un smartphone ou une tablette, iOS ou Android, pas de contraintes, pas d'appli installée. On est en mode web application, c'est-à-dire qu'on n'a pas les contraintes de déploiement de l'application qui, dans un cadre notamment extranet, puisqu'on en parle aujourd'hui, peut être une contrainte. Comment s'assurer que nos clients ont la capacité de déployer une application? Ce n'est pas toujours très évident. C'est pour ça qu'effectivement, nous, on a décidé d'avoir un mode web application. Ça peut être un icône posé sur le bureau de mon iPhone ou mon Android, mais quand je clique dessus, ça ouvre le navigateur sans barre d'URL. Et ça vraiment toutes les fonctionnalités d'une application, sauf que ça n'a pas les contraintes de déploiement en termes de mémoire, en termes de mise à jour, etc. Alors, on peut aussi distribuer de l'information sous différentes formes. On parlait tout à l'heure de générer des documents statiques, que ce soit du HTML, du PowerPoint, etc. Pour les diffuser, ces documents statiques, on a tous les moyens possibles et imaginables. Vous pourriez publier ces documents dans un serveur FTP, sur un partage Windows, les envoyer par email. On peut aussi utiliser un système d'alerting, c'est-à-dire que si j'atteins un certain seuil ou je dépasse un certain objectif, je veux envoyer une information par mail ou par SMS. Donc tous ces canaux de distribution existent en standard dans la plateforme, c'est vous qui allez décider comment vous voulez les mettre en œuvre. Troisième concept important, le design. Alors le design, on le comprend un petit peu intuitivement ce que ça veut dire. Il faut que les tableaux de bord soient jolis pour qu'il y ait une adoption par les utilisateurs, c'est vrai. On parle même aujourd'hui plutôt de l'expérience utilisateur qui recouvre cette notion de les tableaux de bord doivent être jolis, mais qui recouvre une notion bien plus importante, c'est qu'il faut que ça réponde fonctionnellement à tous mes besoins avec une interface très simple. Donc la problématique, c'est qu'avec des outils de data visualisation comme DigDash, vous allez être confronté avec des populations d'utilisateurs qui ont des attentes différentes. On a essayé de catégoriser trois grands types d'utilisateurs. Le premier, c'est l'utilisateur métier, quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences informatiques, qui n'est pas habitué à manipuler les données. Typiquement, nous, on le qualifie comme quelqu'un qui, dans Excel, ne sait pas faire des tableaux croisés dynamiques ou appliquer des filtres, tombe dans cette catégorie. Et ce n'est pas ce qu'on lui demande. On ne veut pas que ce soit un expert, on veut juste qu'effectivement les interactions avec les données soient très simples et très explicitées dans le tableau de bord pour qu'il puisse s'y retrouver lui-même pour rentrer dans le détail de l'information. Deuxième type d'utilisateur, que nous on appelle l'analyste. Alors attention à ne pas confondre avec le data scientist. L'analyste, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience sur un autre produit décisionnel,
Ça peut être Excel, ça peut être Business Object, Cognos, ClickView, que sais-je. Et il va vouloir retrouver finalement des éléments qu'il connaît déjà dans ces produits-là, la notion de dimension, mesure, d'axe d'analyse. Donc on va lui fournir une interface qui ressemble plus à des connaissances qu'il a déjà. Troisième profil d'utilisateur, le responsable décisionnel. Le responsable décisionnel, son objectif, lui, c'est d'être le plus efficace possible. Donc on lui met entre les mains ce qu'on appelle le studio, et dans le studio, on répond à ce besoin de productivité. Deuxième besoin auquel on répond, c'est garantir la cohérence et la traçabilité de l'information. À travers un système de catalogue de données, dans DigDash, on peut complètement tracer d'où vient l'information et puis la documenter, puisque votre patrimoine va devenir effectivement ces données. Si vous le laissez que dans le cerveau d'une personne, c'est pas suffisant. Si on le maintient dans un produit et dans un système, effectivement, on va pouvoir le partager au plus grand nombre. Quelques mots sur les sources, mais je vais rester ici très rapide. Sachez que dans DigDash, on peut se connecter à n'importe quel type de source, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Je vais ici organiser par grande famille de sources données, les structurées dans lesquelles on va retrouver les bases de données traditionnelles, SQL Server, Oracle, DB2, les systèmes décisionnels existants, Business Object, Cognos, Microsoft Analysis Services, SBase, SAP-BW, mais également la capacité à se connecter à des API décisionnels, comme il existe dans Google Analytics ou dans Salesforce. Donc tout ça existe en dans DigDash. Puis on peut aussi se connecter à du semi-structuré. Alors ça peut être des bases documentaires comme MongoDB, des bases NoSQL comme HBase ou autres, mais ça peut être aussi le chargement de fichiers plats, Excel ou CSV. Ça peut être aussi la connexion à des API qui vont envoyer des fichiers JSON ou XML. Donc tout ça est supporté en natif dans DigDash et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors, autre point important, j'ai parlé tout à l'heure de l'expérience utilisateur. Il y a un point que je n'ai pas signalé dans l'expérience utilisateur, c'est la rapidité d'exécution. Aujourd'hui, quand je consulte un tableau de bord, il faut que tout soit quasiment instantané. Pour obtenir cette rapidité d'exécution, on a derrière, dans DigDash, ce qu'on appelle une base d'analyse qui va permettre de faire des calculs d'agrégats, des sommes, des moyennes, des médianes, etc., sur un volume de données potentiellement très important. Pourquoi très important? Parce qu'effectivement, on a ce qu'on appelle la scalabilité horizontale. Donc, quand une seule machine n'est plus suffisante pour résoudre une problématique dans un temps précis, on peut distribuer un calcul sur un ensemble de machines. C'est le cas chez un certain nombre de nos clients. Chez Orange, par exemple, on a 3 ou 4 machines qui sont en cluster et qui vont effectivement distribuer une base de données qui fait plusieurs milliards d'enregistrements. Ok, juste pour conclure sur l'aspect un petit peu technique, il n'y a pas de contrainte de déploiement dans DigDash, vous l'avez compris, sur le poste client, rien à installer. Sur la partie serveur, vous pouvez aussi décider votre manière de déployer la solution. Ça peut être dans votre propre infrastructure, qu'elle soit basée sur Windows ou Linux, il n'y a pas de prérequis, il n'y a absolument aucun besoin préalable, si ce n'est d'avoir une machine pour héberger DigDash, mais il n'y a pas besoin d'avoir ni une base de données, ni un OS en particulier. Si vous voulez sur Windows, c'est possible, sur Linux, c'est possible. Donc vraiment aucune contrainte. Mais aussi, on peut bien évidemment fournir de l'hébergement avec l'hébergeur qui est le plus adapté pour votre problématique. Donc dans certains cas, si par exemple vous avez des contraintes qui sont liées au Cloud Act américain, cette capacité du gouvernement américain de piocher de l'information chez tous les prestataires américains, donc y compris Amazon, Google, Microsoft, on peut vous proposer de l'hébergement hébergé en Europe, notamment en France avec OVH, qui est un de nos partenaires privilégiés, mais il y a d'autres options possibles. Et bien sûr, si vous n'avez pas de contraintes, si vous utilisez déjà le cloud d'Amazon ou autre, on peut s'intégrer dans ce cloud-là également. On va pouvoir gérer la sécurité sur les données, ça veut dire que quelqu'un qui se connecte à un tableau de bord ne verra peut-être pas la même vue que son voisin, même si c'est l'accès au même tableau de bord. On peut vraiment faire des tranches de données particulières en fonction des profils de sécurité. Important à comprendre aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait se connecter sur n'importe quel type d'interface, du smartphone jusqu'au PC avec un écran large, ça nécessite que l'interface soit en mode responsive, c'est-à-dire qu'elle s'ajuste à la taille de l'écran. Et c'est le cas effectivement par défaut dans DigDash, vous avez plusieurs modes de responsive qui permettent de automatiquement gérer ce type d'information. Élément important, c'est pas parce qu'on est simple à installer et déployer qu'on ne peut pas s'intégrer dans notre système d'information. Bien au contraire, l'objectif de DigDash, c'est d'être un bon citoyen du système d'information, donc s'intégrer dans tous les services existants de votre système d'information. Dans les couches basses, c'est récupérer les utilisateurs d'une entreprise, c'est-à-dire Active Directory. S'il y a déjà un système de single sign-on qui soit basé sur Kerberos, SAML V2, OpenID pareil, pas de contrainte particulière à pouvoir se connecter à tous ces systèmes-là. Puis ensuite, c'est bien récupérer l'information partout où elle soit. Elle peut être déjà dans un entrepôt de données, elle peut être en provenance directe d'une application tierce. Je rappelle que comme nous avons notre base d'analyse, même si elle est en provenance d'une application tierce, on ne va pas écrouler cette application quand on consulte l'information dans DigDash, parce qu'on passe effectivement par notre base d'analyse intermédiaire pour éviter ce genre de problème.
Autre point important, tout ce qui est écrit dans Dicdash peut bien sûr être consommé dans le portail de Dicdash, mais peut aussi être intégré dans un portail tierce. La vocation, c'est de prendre un composant, un tableau, un graphique, et puis de l'intégrer dans une application ou un portail tiers. Ça peut être un intranet, un site web, il n'y a pas de contrainte particulière. Ok, et je voudrais conclure sur ma partie slide ici par quelques éléments de référence client. Alors, je les ai ici organisés par typologie de compte. Vous voyez d'un côté les grands comptes, c'est au sens européen du terme, mais pour nous, ça revêt une autre signification. C'est au moins 1000 utilisateurs déployés, donc c'est un déploiement significatif de notre solution. Donc, très présent dans les grands comptes, mais également dans le secteur public, tout secteur d'activité confondu, tout type de collectivité confondue, des ministères, des collectivités de type département, région, communauté de communes, grande ville, il y a vraiment aucune contrainte. Et puis pareil, du côté entreprise de taille intermédiaire et PME, pas de contraintes sur les métiers. Vous voyez qu'ici, il y a du retail, la logistique, du web marketing, du transport. Donc vraiment, on a un panel assez diversifié d'activités et de clients qu'on gère à travers nos tableaux de bord. Je vais passer la main à Marc pour qu'il fasse l'introduction peut-être des... D'accord. Ok, d'accord. Marc me passe le mot, que je passe la main directement à Alexandra. Donc, visiblement, pas de souci particulier. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on vous l'a signalé. Il y a une petite boîte qui s'appelle questions dans GoToWebinar. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à travers cette boîte-là, parce que les micros sont coupés pour les participants, mais on check régulièrement cette boîte-là. Alors, je vais passer la main à Alexandra qui va nous présenter. Oui, écoutez, bonjour à tous. Je me présente, je suis donc Alexandra Cossé, je suis responsable du lab et de l'innovation au sein de la direction du produit retraite à l'Agirc Arrco. Alors, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'Agirc Arrco. L'Agirc Arrco est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Et nous sommes donc une fédération avec des caisses de retraite complémentaires dont les noms ne doivent pas vous être complètement inconnus selon le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. En l'occurrence, AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, Clésia, sont des groupes. Si vous êtes salarié du privé, vous avez forcément cotisé à un moment donné à une de ces caisses de retraite complémentaires qui dépendent en effet de l'organisme de tutelle qui est l'Agirc Arrco. Alors pour vous donner une idée un peu des volumes que nous traitons, voici une infographie des chiffres clés 2020. Donc c'est 83 milliards d'euros de prestations qui sont versées aux 13 millions de retraités chaque année. C'est quand même en augmentation puisque nous avons de plus en plus de retraités. Et on a tout autant de cotisations encaissées auprès des 1,6 million d'entreprises. Et enfin, nous gérons les comptes de points retraite pour les 23 millions d'actifs et 2,7 millions de particuliers employeurs. Voilà, c'était pour vous donner en fait une big picture de ce que fait en fait l'Agirc Arrco. Alors, concernant le suivi de projet, le témoignage que Dicdash a souhaité que nous fassions ce matin, en effet, fin 2018, nous avons incubé un projet au Lab Agirc Arrco que nous avons appelé VISE, pour faire écho à la data visualisation. Donc en fait, l'objectif de ce projet, c'était de disposer d'un outil de suivi de projet, également de sujets majeurs. Il n'y avait pas seulement des notions de projet, que nous gérons au sein de notre direction métier. Et en l'occurrence, ça permettait de répondre à différents enjeux de communication, comme le précisait tout à l'heure Antoine. C'est vrai qu'on est un peu dans le data, dans le storytelling, même si c'est à un moindre niveau, mais en l'occurrence, on voulait vraiment répondre à la fois informer le plus largement tous les publics que nous pouvons côtoyer, en l'occurrence toutes nos instances, et j'y reviendrai parce que c'est un point important, les groupes de protection sociale dont j'ai parlé, les caisses de retraite complémentaires, et également en interne, tous les salariés de la Fédération Agirc Arrco. Nous sommes environ 1000 personnes à l'Agirc Arrco, c'est un point que je n'avais oublié de préciser. Et on voulait également valoriser toutes nos actions de transformation de la retraite complémentaire, et faciliter ainsi la compréhension des sujets qui sont très techniques. C'est que parfois, en effet, on est vraiment sur de la réglementation. Donc, l'idée, c'était aussi quelque part de faciliter, de faire beaucoup de pédagogie sur ces aspects de projet. Et donc, on a souhaité avoir en fait un outil de data vise du marché. À l'époque, on s'était dit aussi qu'on voulait un outil qui était simple à utiliser par la cinquantaine de chefs de projet, parce qu'ils avaient été un peu
Auparavant, ils avaient été un peu refroidis parce qu'ils avaient eu en fait beaucoup d'outils à utiliser, même de l'Excel, mais c'était des véritables usines à gaz. Donc en l'occurrence, on voulait vraiment une solution simple qu'ils adoptent très facilement pour pouvoir en fait mettre à jour ces fiches projets régulièrement. Puis également, on voulait une solution, et ça c'était un point important, et ça montre l'agilité et l'adaptation complète de la personnalisation que peut faire Digdash. C'est qu'en l'occurrence, on voulait avoir aussi un outil intégrable, enfin quelque chose, une solution qui soit complètement intégrable dans notre intranet, que l'on appelle RSR, Réseau Social Retraite, et en l'occurrence dans une communauté qui s'appelle en fait Gestion Retraite, mais j'y reviendrai un peu plus tard lorsque je ferai la démo. Donc en l'occurrence, vous voyez un exemple de l'implémentation. En effet, ça c'est notre communauté Gestion Retraite. Et donc, en l'occurrence, on a intégré donc, dans cette communauté, il y a 2400 membres. Et l'idée, c'était que ça soit complètement transparent pour ces membres, qui sont essentiellement des managers. Donc, on voulait une connexion transparente. Nous ne voulions surtout pas que l'utilisateur se relogue à chaque fois. Donc, ça, c'était un point important parce que ce n'est pas seulement des personnes qui sont de la GRCarco, mais c'est aussi, vous l'avez compris, des personnes qui sont extérieures à la GRCarco, qui font partie des caisses de retraite. Et en l'occurrence, nous ne voulions pas à chaque fois leur demander de se reloguer sur cet outil. Et nous avons aussi, un autre point important, c'est que nous souhaitions aussi avoir un historique de projet, en l'occurrence en ligne, puisqu'on a mis en place donc, ce projet depuis décembre 2018. Et en l'occurrence, l'idée de pouvoir retrouver toutes les fiches projets et ainsi voir leurs évolutions dans le temps était aussi un point qu'on souhaitait avoir. Un autre aspect, alors pour rester aussi dans la notion de data viz et en l'occurrence de ce que pouvait apporter aussi Digdash, on a voulu en fait avoir un dashboard à la fois synthétique mais surtout dynamique. L'idée c'est de retrouver ici donc à la fois on n'avait pas beaucoup d'indicateurs chiffrés puisqu'il s'agissait surtout de suivi de projet, on est surtout sur des aspects plus qualitatifs, mais malgré tout on a réussi à faire donc ce dashboard dynamique, non seulement qui permet d'afficher directement la fiche, mais je vais faire une démo, donc vous pourrez voir en effet, si vous voulez, par exemple, afficher tous les projets qui ont une météo soleil, ensoleillé, bien, du coup, on arrive directement à cette visualisation. Mais on a aussi un certain nombre d'indicateurs synthétiques que l'on a mis en haut, là, à droite, ainsi le nombre de projets, ceux qui sont terminés, qui ont été terminés dans la période, ou ceux qui sont aussi les nouveaux projets. En l'occurrence, là, il s'agissait, l'impression écran que j'ai mis, en effet, c'est depuis le début de l'année. Et donc, en l'occurrence, on a revu complètement notre roadmap de projets, ce qui explique le nombre assez important de nouveaux projets 21 que l'on a eu en début d'année. Et puis également, on a voulu afficher des radars en fleurs pour avoir aussi un reporting par métier, par avancement, par tendance, par risque. Mais là aussi, la démo sera certainement plus parlante que ces slides. Là, vous retrouvez sur cette page en fait un exemple de fiche projet, donc là en format digital, parce qu'on verra après en format PPT. Donc là, évidemment, on retrouve les rubriques classiques d'une fiche projet. On l'a complètement personnalisée par rapport à ce que l'on souhaitait, bien évidemment. Là, on a fait pas mal d'UX. Alors, l'UX n'a pas été fait, aurait pu être fait par Digdash. En l'occurrence, on a une équipe UX à la GRCarco et on l'a fait donc en interne. Donc, on a donné une maquette que Digdash a complètement intégrée dans l'outil. Là aussi, faisons preuve d'une agilité remarquable, puisque je n'aurais pas, moi, imaginé pouvoir avoir un outil aussi simple et aussi personnalisable que Digdash, ayant fait plusieurs années de contrôle de gestion, ayant eu l'occasion d'avoir beaucoup d'outils du BI à disposition. En l'occurrence, je n'imaginais pas qu'on pouvait le faire sous ce format-là. Donc, en l'occurrence, vous voyez qu'on retrouve des rubriques un peu classiques qui sont, donc en effet, on retrouve dans un premier temps la partie objectif du projet, qui est donc rappelée, qui est détaillée. Une fois que la fiche projet d'ailleurs est créée, cette partie n'évolue pas. C'est moi qui ai plus la marge pour le bouger, moi en tant qu'administratrice de l'outil. Ensuite, il y a un certain nombre d'indicateurs de météo, tendance à avancement qui sont là aussi. Le chef de projet clique, fait un choix de picto. Et donc, c'est relativement facile aussi à mettre évidemment à jour. Un point important, c'est la timeline. Alors, c'est la partie qu'on a eu, où on a eu plus de mal, très sincèrement,
sur ce projet, parce qu'en l'occurrence, notre souhait, c'était d'avoir en fait 16 mois glissants selon la date de l'affiche. C'est-à-dire que là, si on est sur décembre 2020, l'idée, c'était d'afficher en fait les 6 derniers mois et puis d'avoir les 16 derniers mois, enfin les 10 derniers mois à venir. Et là, selon en fait le nombre de jalons que met, parce que là aussi c'est très variable selon les chefs de projet, il y a des chefs de projet qui mettent un détail extrêmement, là aussi il a fallu s'adapter complètement fait, aux chefs de projet. Il y en a qui sont très synthétiques, il y en a d'autres qui ont tendance à être qui détaillent énormément de choses. Et donc en l'occurrence dans les jalons, c'est vrai que c'était pas forcément, il y a des jalons où parfois certains mettaient des jalons majeurs, d'autres des jalons beaucoup plus entraient des jalons même plusieurs fois dans le même mois. Donc en l'occurrence, il a fallu là aussi s'adapter et c'est vrai que ce n'était pas entre les libellés aussi où il fallait le faire afficher d'une façon assez lisible. Ce n'était pas forcément la partie la plus évidente, mais en l'occurrence, en tout cas, c'est une timeline dynamique et glissante selon le mois auquel on se situe. Et la suite de la fiche projet, parce que là, j'ai pas pu l'afficher d'un seul et même bloc là sur le slide. En l'occurrence, on retrouve les faits marquants de la période. Et puis, incombant des actions menées, donc évidemment avec la partie réalisée en cours et à venir sur la période. Un autre point dont je vous parlais, c'était surtout la partie fiche projet en format PowerPoint. Là, en effet, on est vraiment, c'était aussi un plus de DigDash sur cette partie-là, c'est de pouvoir générer à la volée, donc en format A4, cette fiche PPT. C'était important pour nous, non seulement, bon, elle respecte aussi la charte graphique évidemment à GR-Carco, mais au-delà de ça, elle est surtout en fait, le format PPT est toujours beaucoup utilisé à la GR-Carco. En fait, on a pas mal d'instances, de conseils d'administration, mais aussi des comités métiers. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de slides qui sont présentés. Et c'était important de pouvoir résumer en fait cette fiche projet sous un format A4 et surtout de la générer comme ça à la volée. Donc ça, c'est un point extrêmement aussi qui a permis DigDash, qui n'était pas forcément évident. Souvent, on a du PDF. Là, en l'occurrence, d'avoir du PPT permettait aussi de s'intégrer plus facilement dans nos présentations. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. Puis ça permet d'avoir aussi quelque chose de très synthétique en format A4, alors que le digital permet, que vous avez vu précédemment, permet de détailler beaucoup plus de choses. Mais on les retrouve ici dans ce format A4. Alors, la partie process de validation des fiches, ça, c'était pas ce besoin est intervenu après coup. Ça fait partie des évolutions qu'on a mis en place il y a maintenant peut-être 2 ans. En l'occurrence, il s'est trouvé que c'est comme il y a un aspect de communication et c'est vrai que les chefs de projet ont tendance à rentrer dans des détails parfois pas très, selon les cas, c'est pas forcément très vulgarisé. Et pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout au projet, l'important, c'était aussi de lui donner en fait une vision très simple du projet sans avoir des mots, des acronymes, etc. Donc, on a voulu aussi que le manager se mette, enfin, en tout cas ceux qui ont l'habitude d'être dans les conseils d'administration, dans les comités métiers, de pouvoir en fait relire cette fiche, d'apporter, de changer, de la modifier et donc du coup de la valider. Et là, vous voyez, on a une petite coche qui apparaît, mais je vais faire la démo et qui permet en fait de bloquer en fait une fois que c'est validé. La fiche ne peut plus être modifiée par le chef de projet et en l'occurrence, elle n'est donc tant qu'elle est en mode brouillon, qu'elle n'est pas validée, elle n'est pas publiée donc sur notre communauté réseau social retraite. Et ça, c'était un point aussi important parce que dès qu'on puisse il fallait surtout pas qu'on puisse modifier, enfin en tout cas, il fallait que ça reste en mode brouillon tant que ça n'était pas validé, parce qu'on affiche quand même cette fiche. Je vous ai dit au début qu'on était sur une communauté de 2400 membres et en l'occurrence, voilà, on ne voulait pas non plus publier des choses qui pouvaient être difficilement compréhensibles. Puis un autre point important et que j'ai oublié de dire, c'est qu'en effet, cette fiche, tant qu'elle n'est pas, quand elle est validée, la personne, le chef de projet la retrouve telle qu'elle, validée. En fait, ça lui permet, en fait, sur le mois, quand il remplit la fiche du mois suivant, ça lui permet de retrouver exactement les éléments de langage qu'a pu valider le manager et de se dire même
il arrive aussi parfois que le manager change la météo d'un projet. Et en l'occurrence, il voit l'évolution et ça lui permet aussi de se rendre compte, il part de cette base pour remplir sa fiche du mois suivant. On a aussi mis en place d'autres fonctionnalités qui sont venues un peu au fil de l'eau. Il y a eu donc la synthèse des fiches projets. Là aussi, on a voulu avoir une vision synthétique. Alors là, on retrouve la météo, la tendance, l'avancement, mais de l'ensemble des 50 projets qu'on a identifiés, par exemple, pour 2021. Et puis là aussi, on a rajouté un filtre de recherche. Alors ça, c'était aussi un point important parce que maintenant, on a des projets, évidemment, puisque ça fait plus de 2 ans, depuis décembre 2018, qu'on a cette solution. Et en l'occurrence, on voulait voir aussi, on pouvait mettre en place un système d'archivage des projets. Et donc, les projets sont terminés, archivés. Mais si on veut retrouver un ancien projet et voir sa fiche, et ben là, en l'occurrence, par ce fil de recherche, on peut le voir. Mais bien évidemment, ça permet aussi très facilement d'aller rechercher un projet, d'aller typer par rapport à la date, à la période de la fiche. Voilà. Donc, ça aussi, c'était un point, ça c'était une sélection de filtres qui était aussi important pour nous. Et ce qu'on a mis en place donc ce qui va arriver certainement sur la fin de l'année, on est en train de mettre en place une notion de programme, parce qu'en l'occurrence, on a plusieurs fiches projets, même qui s'apparentent en fait à des fiches chantiers, qui pourraient être regroupées sur une notion un peu plus macro, qui serait donc une notion de programme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, qu'on n'avait pas imaginé au départ. On a aussi un point qui est là, par contre, qui est très demandé. C'est en l'occurrence une visualisation un peu des interdépendances des projets. C'est-à-dire qu'il y a souvent, si un jalon se décale sur un projet, quel impact ça peut avoir sur d'autres projets. Donc ça, c'est pas forcément facile en tout cas, à visualiser. En tout cas, d'une façon, en fait, là aussi, on voudrait l'avoir sur un format digital et puis peut-être sur un format A4. Mais ça serait vraiment quelque chose qui serait important pour le pilotage opérationnel des chefs de projet, parce que de se dire c'est toutes les interdépendances, les liens qu'il peut y avoir entre un projet et un autre. Et là, en l'occurrence, ça permettra tout de suite de voir, et ça sera très visuel. Donc, on est en train de travailler sur cette partie-là et on est en train surtout de réfléchir sur le brief, l'expression de besoin qu'on va donner à Digdash. Et puis là, sinon, on a lancé en parallèle, là, depuis un mois, un POC sur 9 indicateurs de gestion. Alors là, on retrouve vraiment quelque chose de plus classique que par rapport à ce que fait en effet Digdash. Et en l'occurrence, là, il sera aussi intégré dans notre communauté RSR. Donc, on aura un volet en fait projet et on aura un volet indicateur. Et ça sera là aussi très, très visuel. On est vraiment sur un aspect data viz à fond. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je passe sur la démo. Je n'ai pas de questions. Peut-être que ça viendra pendant la démo. Non, c'est bon pour le moment, il n'y a pas de questions, vous pouvez continuer. D'accord. Donc là, vous vous retrouvez sur la communauté gestion retraite dont je vous parlais dans notre réseau social retraite. Donc là, c'est la communauté où il y a 2433 participants à ce jour. Donc, ils ont un onglet suivi projet. On voit bien mon écran, en fait, hein, pardon. Oui. Oui, c'est bon, on voit bien votre écran. Voilà. Là, en l'occurrence, vous voyez, on a 2 onglets, donc la partie liste de projet et dashboard. Donc, on arrive directement sur liste de projet. Là, on peut choisir évidemment la période. Donc, ce que je vous disais, on est sur décembre 2018, le premier historique. J'avais oublié de préciser qu'on est sur un rythme de mise à jour des fiches qui est trimestriel. En l'occurrence, moi, ancienne contrôle de gestion, j'aurais souhaité que ça soit mensuellement. Mais pour l'instant, on est resté encore sur un rythme trimestriel qui correspond un peu quand même à tous les comités métiers qu'on peut avoir qui nous permettent d'avoir cette vision en fait trimestrielle à ce jour. Donc, en l'occurrence, voilà, si je prends mars 2021, là, on voit en l'occurrence tous les projets, il y en a 46, je crois, de mémoire, qui sont concernés, qui en tout cas, qui sont suivis dans ce début d'année 2021. Donc, si je clique sur une fiche, je ne sais pas, par exemple celle-ci, alors qui n'est pas vraiment un projet, mais qui est en fait plutôt un sujet majeur, hein, puisque c'est plutôt du fonctionnement, on est plutôt sur un mode évolution, mais pas trop projet. Là, en l'occurrence, voilà, c'est tout ce qui est décisionnel, nous.
Donc l'objectif, vous retrouvez ici la météo, la tendance, l'avancement avec les risques identifiés. Et puis ainsi que la fameuse timeline. Alors là, c'est un exemple justement de timeline donc, qui est très complète et qui est très opérationnelle. Donc, vous voyez, mais c'est relativement lisible malgré tout. Et puis l'effet marquant, le réalisé, l'encours et l'avenir. Et ce que je vous disais, c'est qu'en effet, après, on peut imprimer cette fiche. Donc, si je fais imprimer la fiche, on va directement la retrouver en format PPT. Là, vous voyez que cette fiche a été validée. C'est la petite icône qu'on retrouve ici, le petit picto vert qui permet de dire que la fiche a été validée. Elle se génère. Je ne la vois pas pour l'instant. En attendant, je peux vous montrer comment est-ce qu'on modifie la fiche, ce que voit en fait un chef de projet. Donc, il retrouve à chaque fois la fiche qui a été validée précédemment par son manager. Donc, là, il choisit en effet ses pictos sur les pictos d'avancement, de tendance et de météo, les risques. Donc là, on est resté sur un référentiel de risque qui est en l'occurrence celui qu'on a identifié. On a un système de management des risques à la GERCARCO, donc on est resté sur la même typologie et en tout cas la même façon de typer les risques. Et puis là, on retrouve les différents jalons. Donc au bout d'un moment, les jalons sont masqués quand ils n'ont plus de... Quand ils n'ont plus d'utilité, quand ils sont relativement anciens. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'en effet, on en a beaucoup. Et en l'occurrence, après, l'effet marquant, voilà. Donc, ils font des copier-coller, c'est relativement simple et c'est vrai qu'ils l'ont vraiment adopté à fond, puisqu'on a, je veux dire, maintenant, j'ai plus de soucis dans la mise à jour de ces fiches. Franchement, c'est quelque chose qui a un réflexe qui est complètement pris et ce qui prouve quand même que l'outil est simple et qu'on a pu le mettre en place, qu'il a en tout cas que le côté visuel et le côté plaît beaucoup et en tout cas qui est très simple et ça plaît beaucoup aux chefs de projet. Si je veux imprimer, mais j'ai l'impression que je peux pas, je ne sais pas si c'est parce que je suis sur le GoToWebinar qui fait ça, c'est là je vois la fiche qui se génère. Donc ça c'est la synthèse projet, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu l'autre. Je vais relancer une autre fiche. Donc là vous voyez la synthèse projet, des projets. Ah oui, j'ai affiché qu'une fiche, alors ça ne va pas marcher. Bon, là, ça affiche les deux fiches que j'ai vues précédemment. J'aurais pu dû faire dans le filtre, en fait, que j'affichais tout. Et là, on aurait vu l'ensemble des projets de la période. Et là, je vois la fiche que je viens de lancer. Alexandra, on a une petite question. Si on peut faire une pause de 30 secondes. Oui. Quelle est la source de données derrière? Il n'y a pas de source de données, c'est les chefs de projet qui remplissent directement. On n'a aucune connexion à une source de données. C'est saisi, comme je l'ai montré, c'est saisi par les... voilà, c'est saisi ici. En fait, ils ont implémenté, à chaque fois qu'on crée une nouvelle fiche, on implémente l'objectif, on implémente... voilà, et c'est le chef de projet... donc, c'est une source de données manuelle, quoi, enfin, je veux dire. Ok, super, merci. Il y a toute une partie d'implémentation au début, quand on crée la fiche. Après, c'est relativement, pour la mise à jour, la réactualisation, c'est relativement facile parce qu'en effet, ils ont déjà la base qui a été saisie précédemment et qui a été validée par leur manager. Donc après, voilà, c'est vraiment de la mise à jour. Depuis, oui, les risques ont pu changer, donc je mets à jour un nouveau risque. Je change les pictos, l'avancement, la météo, etc. Mais c'est vrai que il n'y a aucune, on est connecté avec une source de données. Ce qui ne sera pas le cas quand on aura les indicateurs le POC qu'on est en train de lancer, c'est qu'en l'occurrence, là, on sera connecté à la base de données Cognos où, en l'occurrence, on va peut-être prendre quand même des fichiers, un import de fichiers Excel, on verra, mais sinon, on pourra se connecter à terme à la source ou le dataware, le data warehouse où il y a Cognos qui est implémenté dedans. Voilà, alors je ne sais pas si je suis dans le timing, je n'ai pas regardé l'heure.
Oui, c'est bon, toujours dans le timing, Alexandra. Voilà, tant mieux. Et puis là, la partie dashboard, bon, pour finir sur le dashboard, donc là, je vais peut-être me mettre sur une période qui va mieux. Voilà, si je prends mars 2021, donc là, vous retrouvez donc à 46 projets, un projet réalisé sur la période entre donc décembre 2020 et mars 2021 qui a été terminé, et puis 21 nouveaux projets. Et en l'occurrence, on peut cliquer par exemple sur tout. Si on est sur le domaine entreprise, on peut voir en effet, là on est rentré par type après de sujets qui sont traités. Hein. Donc par exemple, vous pouvez aller voir, je ne sais pas, le digital, relation client. Et en l'occurrence, ben voilà, on voit qu'il y a 2 fiches qui concernent donc le CRM entreprise et la partie. Et donc cette partie dashboard en fait est surtout important pour nous, permet en fait d'être un point d'entrée, et c'était aussi un moyen de montrer en effet ce que pouvait faire. Donc là, j'ai pas affiché cette période, donc on voit qu'il y avait 93 projets. Voilà. Mais après, je peux cliquer sur tous les projets, par exemple, qui sont nuageux. Voilà, et après on peut évidemment cliquer directement sur la fiche pour voir en fait ce qui a été marqué et validé, marqué par le chef de projet, validé par le responsable du chef de projet. Et à chaque fois, là on peut, là c'est une chose aussi, une évolution que l'on a mis en place. On peut aussi cliquer, au lieu de repasser à chaque fois par le menu et voilà, on peut afficher en fait les fiches suivantes. Pour revenir en arrière, voilà. Et c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, écoutez, je pense avoir fini. S'il y a des questions, j'y réponds bien volontiers. Ok, on va ouvrir aux questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. Est-ce que vous avez des questions? On va attendre quelques secondes, sinon on pourra passer à la main à Antime. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. C'est que vous avez été très complète. Enfin, tant mieux. Ok, super. Merci beaucoup Alexandra pour ce témoignage. Je vais maintenant passer la main. Merci à vous. Normalement, c'est bon Antime. Je t'ai passé Bonjour la à main. tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Alors je me présente, Antime Ferrieux, donc je suis chef de projet chez Arcure de la solution Blackster Connect. Donc je vais vous présenter. Et j'ai également d'autres fonctions de responsable produit sur des produits de vision 3D que commercialise donc notre société. Donc Arcure, c'est une société qui a plus de 10 ans, et son domaine, son champ d'activité, c'est la vision 3D intelligente pour l'industrie. Donc à la base, initialement, nous sommes un fork du labo du CEA et de l'INRS. Donc c'est deux labos assez connus qui mènent des recherches de pointe et qui sont souvent à l'état d'art dans de nombreux sujets. Là, en l'occurrence, dans notre cas, c'était au sujet de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'images pour la reconnaissance d'objets de forme humaine ou non. Donc voilà, on travaille toujours d'ailleurs en partenariat avec eux pour toujours améliorer la précision de nos algorithmes. Donc ça se concrétise comment? Derrière, en fait, on a adressé initialement à l'origine le marché de l'industrie et de tous ces véhicules qui peuvent y avoir une activité et une coactivité surtout avec les humains. Donc voilà, les engins de construction et de manutention notamment ont malheureusement chaque année un certain nombre d'incidents, d'accidents corporels ou voire mortels, et donc ont effectivement donc un coût psychologique inestimable, mais un coût financier également très présent pour une société quand elle doit par exemple arrêter toutes ses activités et avoir une enquête sur le terrain pour identifier ce qui s'est passé. Voilà, donc à tout point de vue, c'est vraiment quelque chose de rare sur le diagramme des risques, mais avec des conséquences quand même assez dramatiques et vraiment handicapantes pour l'entreprise et les personnes. Donc
notre produit se concrétise sous la forme d'une caméra, donc qui est installée sur ces véhicules. Donc vraiment on adresse toute la gamme de véhicules, hein. Ça va du transpalette jusqu'au camion dans les carrières de 200 tonnes. Hein. Notre caméra est effectivement robuste. Vous pouvez voir une image sur le dessus avec un carénage, une casquette et des optiques qui garantissent une durée et une précision effective dans le temps. Parce qu'évidemment, sur ces engins, ça vibre beaucoup et ça peut être sujet à des poussières, des chocs, des gammes de températures différentes, la pluie, etc. Et j'en passe. Donc, on fait de la détection d'obstacles via un capteur 3D, puisqu'on a 2 yeux. Donc, en fait, comme nous, nos 2 yeux humains nous permettent de voir en 3D. C'est exactement ce qu'on fait avec notre caméra. Voilà. Et derrière, on a une unité de traitement qu'on ne voit pas sur l'image, mais qui porte l'intelligence, on va dire, analyse les images venant de la caméra, et avec des algos d'IA de machine learning, détecte si on a affaire à un piéton et lève dans ce cas-là une alerte dédiée ou à un obstacle proche pour éviter la collision plus simplement, parce qu'il n'y a pas que la connectivité homme-machine, il y a aussi tout simplement l'environnement autour des véhicules qui ne sont pas forcément bien sécurisés et qui peuvent engendrer de la casse matérielle, donc forcément un coût. Derrière, en output, on peut avoir soit un écran visuel avec des alertes sonores, etc., soit un ralentissement du véhicule. Donc l'idée derrière, c'est avant tout la sécurité, forcément, puis la productivité, vous allez le voir, grâce à la solution Connect, et puis effectivement une robustesse générale de la conception du produit. Bon, ça je passe rapidement, parce que c'est la pyramide de Bird, effectivement, des accidents, hein, donc ça fait l'écho, ce que je disais, plus la probabilité est faible, généralement, plus la conséquence est grave. Heureusement que c'est pas dans l'autre sens. Mais l'idée, c'est vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'on a des signaux faibles sur les sites aujourd'hui. Et ça commence, voilà, c'est pas au bout d'une semaine d'activité qu'il y a un accident mortel. Bon, ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est généralement des règles dans le temps. Hein. C'est le facteur humain, toujours pareil, qui fait que petit à petit, il y a un relâchement, puis on va avoir quelques signaux, quelques alertes, quelques presque accidents, quelques évités de justesse, par exemple. Et généralement, ce qu'on a vu, les REX, les retours d'expérience des clients qui ont vu ça, et ça a généralement débouché sur les accidents plus graves. Donc l'idée avec notre solution, c'est vraiment de ne pas attendre et de pouvoir être proactif sur ces risques. Alors vous allez me dire, oui, mais là, effectivement, la caméra, elle lève une alerte quand l'alerte est là. Donc ça, effectivement, c'était ce qu'on avait vendu jusqu'à maintenant, donc une solution standalone, autonome et non connectée, qui permet de sonner de manière, d'alerter de manière pertinente, contrairement à un radar de recul qui est un peu intempestif et qui finit, encore une fois, à cause du facteur humain, par ne plus être écouté, voire débranché. Donc voilà, c'était l'alerte pertinente au bon moment. L'idée avec Blackster Connect, donc, c'était de rétrofiter ces systèmes et d'apporter donc une centrale connectée permettant d'extraire les données de chacun des véhicules vers un serveur pour qu'elles puissent être post-traitées derrière et faire des analyses statistiques, géographiques et temporelles des lieux de ces détections. Le but étant, voilà, pour un gestionnaire de site, généralement les ingénieurs HSE, hein, donc qui sont responsables et garants de la sécurité, de la santé au travail, de pouvoir découvrir sur leur site un peu l'état de leur sécurité, d'analyser pourquoi on peut avoir des alertes à certains endroits, à certains moments, et derrière d'agir et de mener un suivi dans le temps de ces actions. Parce que comme je le disais, hein, la nature humaine fait que voilà, ça va être très propre suite au rappel à l'ordre pendant une semaine, puis ça va dériver. Voilà, ça c'est normal. Donc nous, Arcure, on est une société vraiment dans le système embarqué, dans l'IA, dans la vision 3D, etc. On s'est pourvu d'un système que vous voyez ici. Donc, on avait donc la tête robuste que j'ai montrée, avec son unité de traitement Blackster noir, qu'on a connecté avec une centrale télématique que vous voyez en haut à droite, avec une carte SIM, puis une antenne avec donc, géolocalisation, 4G, Wi-Fi, etc. Donc, et puis les données remontent effectivement de manière sécurisée sur un serveur. Donc là, jusque-là, ça va. Pour Arcure, c'était entre guillemets facile, je dirais. En tout cas, c'était rien vraiment de nouveau pour nos compétences en système embarqué. Mais effectivement, sur toute la partie dashboard, visualisation de la donnée, traitement statistique et tout simplement web, mais nous on savait pas faire en fait. On n'en a jamais eu besoin finalement jusqu'à maintenant. Et donc se poser la question du make or buy. Et puis on a vu tout de suite que, alors on a effectivement regardé ce que ça coûtait sur les solutions assez classiques, hein, comme vous
citer sans doute, j'ai cité les concurrents, mais Tableau, Qlik, Looker, tout ce qui est un peu business intelligence. Mais alors déjà, nous, on a trouvé que c'était très cher, peu adaptif à notre use case qui, vous en conviendrez, est quand même assez éloigné de l'insertion de spreadsheet Excel financière, par exemple, pour traiter de la donnée, ce qui est généralement le précaré de ces outils, hein. Ça aime manger de la donnée en tableur et pouvoir créer des tableaux dynamiques vraiment sexy, et puis voilà, qui a vraiment un attrait visuel et on peut utiliser des outils mathématiques dessus. Bon, nous, c'est très spécifique quand même. Donc, on ne trouvait pas chez ces intervenants-là, c'est pour ça voilà, que j'en parle, des gens qui étaient forcément prêts à nous écouter et à faire l'effort de développement spécifique pour s'adapter à notre remontée de données, alors complètement non structurée, parce que pour nous, pour le coup, comme je le disais, le fait de connecter notre système existant, c'est un rétrofit, donc c'était pas du tout les données, on a dû s'adapter à l'existant en modifiant le moins possible. Donc les données arrivent dans des fichiers texte. Pour ceux qui connaissent, il y a des logs par exemple de systèmes d'exploitation, hein, donc des logs Linux qui a beaucoup de texte, beaucoup de chiffres à traiter. Et ça, on est très loin d'un fichier plat CSV Excel, hein. Donc généralement, les outils de business intelligence, ils aiment pas trop, quoi. C'est pas simple, il faut passer par une base de données, il faut trier. Et donc avec Digdash, on a pu, ils ont su s'adapter à notre cas, digérer nos données et les organiser de façon propre pour les insérer dans un tableau que je vous montrerai, dans un dashboard que je vous montrerai par la suite. Voilà. Et tout ça à des coûts maîtrisés et avec un accompagnement qui est vraiment présent, puisque quand on avait par exemple des petits bugs, des petits glitches, c'est corrigé très rapidement, très vite. On sent que les équipes ont la compétence derrière pour s'adapter à des use cases assez spécifiques, quoi, qui dénotent un petit peu de ce qu'on peut voir sur les tableaux de business intelligence, de données d'entreprise ou financières. Donc voilà, un exemple, hein, sans plus bon. Après, je vais vous le montrer. Donc l'idée, nous, en fait, c'était pour nos clients d'avoir un instantané sur la flotte de véhicules qu'ils ont équipés, parce qu'évidemment, sur un site industriel, on essaie d'équiper la majorité des véhicules. Et de pouvoir identifier où la coactivité se fait sur leur site. Une fois qu'ils savent où elle se déroule, ils peuvent savoir grâce à des histogrammes à quelles heures par exemple cette coactivité a lieu, et derrière pouvoir agir dessus. Et faire également par exemple des benchmarks de détection piétons et obstacles par heure et par véhicule. Donc on identifie entre guillemets les moutons noirs sur le site, on sait quels véhicules sont les plus accidentogènes, et derrière on peut les traiter en priorité. Voilà, donc et puis en plus on peut avoir à la demande ou non des photos. Voilà, ça c'est optionnel, et on peut effectivement flouter les silhouettes. Ça dépend un petit peu des use cases chez les clients, mais parfois il y en a typiquement, ça leur permet de comprendre par exemple vraiment dans l'analyse fine du contexte qu'est-ce qui s'est passé, et à des fins de formation également, puisque les personnels qui sont sur les sites sont parfois des sous-traitants ou des intervenants qui sont pas forcément très familiers au risque industriel et des machines, ou peu formés ou mal formés, avec peu de recyclage, et ne se rendent pas forcément compte du risque qu'une machine peut avoir sur un humain, quoi. Donc ça a des fins de formation aussi, de montrer un petit peu le rapport de force qui est pas du tout en leur faveur. Alors là c'est une photo prise d'une voiture volontairement, parce qu'elle est assez agnostique, celle-là je vous en montrerai d'autres tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce qu'a fait Arcure, donc connecter un système existant embarqué avec de l'intelligence artificielle, du traitement d'image pour la sécurité industrielle, et grâce à Digdash, on a pu effectivement le présenter de façon agréable et pertinente pour apporter de la valeur à nos clients. Donc avant de passer au dashboard, je vous demandais si vous avez des questions. Est-ce que tout est clair? Alors, regardez ça. Pour l'instant, pas de... Oui, tout est clair. Pas de questions optimes. Tu peux... Ok. Sur le tableau de bord. Merci. Alors là, normalement, vous voyez le tableau de bord. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, effectivement, on vient de se connecter. Donc tout est personnalisé avec nos couleurs.
le rouge Arcure, le logo en haut. Alors ça c'est la V1 qu'on a proposé. Voilà, on s'est dit bon voilà, on a toutes ces données, on remonte beaucoup de choses. On va proposer une V1 à nos clients. Et derrière, donc on mène des tests actuellement chez différents clients et on va donc prendre en compte leurs retours pour savoir quels sont effectivement les éléments qui leur paraissent le plus pertinents, ceux qui leur apportent vraiment le plus de valeur et d'autres peut-être qu'on a proposés qui ne sont pas forcément très utilisés. C'est aussi ça l'intérêt de Digdash, c'est que c'est pas statique, on n'est pas sur du one size fits all, quoi. C'est pas la même chose pour tout le monde. On peut vraiment adapter et faire évoluer dans le temps ce dashboard là. Donc là ici on est sur la page d'accueil et notre architecture Digdash, là, notre présentation est décomposée ainsi. Au centre on a les données, on a des onglets en haut, qui permettent de naviguer de rubrique en rubrique. Et dans chaque rubrique, donc la partie au centre présente les données de celle-ci. Et puis les bandeaux à gauche et à droite sont des filtres en fait. Donc ici on retrouve par exemple la liste de nos clients en cours. Ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ici on a donc les villes, le type de véhicules qui sont sur ces sites. En haut à droite, on a le nom de ces véhicules. Après, on a des dates qui permettent aussi de filtrer en fonction de période temporelle choisie. Et puis en bas, on retrouve la liste des éléments filtrés pour garder le contexte d'analyse. Donc là, je suis en vue admin. Forcément, je vois tous les clients, toutes les localisations. Mais on peut imaginer, par exemple, qu'un client voit toutes ses business units sur tous ses sites. Voilà. On peut abstraire comme ça. Donc ici, on a donc le nombre de véhicules dans la flotte. On a le pays dans lequel ces véhicules sont. Donc si on clique ici, dynamiquement, on retrouve effectivement un histogramme qui montre la répartition géographique de ces véhicules. Ici, on a le nombre de détections dans la dernière journée travaillée, détection piéton. Et ici, on retrouve un tableau avec la liste des véhicules sous gestion. Et donc, comme j'ai cliqué sur France tout à l'heure, ici à droite, on a effectivement le filtre FR qui s'est ajouté, que je peux supprimer si je veux revenir au contexte global. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour avoir d'un seul coup d'œil de quoi on parle, quels sont mes véhicules, où sont-ils et de quel type. Ça, on est vraiment sur des solutions de management de flotte assez connues. Hein. Ça, c'est des choses qui existent. Hein. On n'a rien inventé là-dessus. Nous, vraiment, notre valeur, c'est d'apporter notre savoir-faire qui est la détection piéton-obstacle et la sécurisation des zones. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en valeur sur ce dashboard, en plus de la gestion de flotte. Donc là, on arrive sur une carte. Alors évidemment, j'ai sélectionné tout le monde. Donc comme on en a un peu partout, on est sur un planisphère assez large. Mais je peux zoomer, par exemple, pour aller étudier un site en particulier. Donc là, on va prendre proche de Paris. Et voilà, ça, dans les premières semaines, parce que évidemment, c'est un outil statistique. Hein, donc nos données arrivent sur le serveur dans des fichiers, comme je le disais, pas du tout formatés. Des scripts développés par Digdash prennent en entrée ces données et les mettent dans des tables CSV. Puis après, par la suite, évidemment, le nombre de données augmentant, statistiquement, ça devient de plus en plus pertinent. Et donc, on voit les clusters grossir. Bon, ces clusters sur les cartes, c'est malheureusement bien connu depuis 2020, je dirais. Bon, ici, l'idée, c'est d'identifier sur les sites où sont les zones chaudes, on va dire. Donc, notamment chez ce client, par exemple, il nous avait dit « Oh, ben moi, je sais où sont mes zones, entre guillemets. » Voilà, on en avait un qui était un petit peu... il doutait en fait de la solution. Il disait non mais moi je sais que mes sites, ma zone de coactivité c'est à cet endroit-là et voilà quoi, c'est sécurisé, il y a rien besoin à faire entre guillemets. Bon bah quelques semaines plus tard on est revenu le voir et il a été très surpris de voir qu'il y avait aussi de la coactivité à ces deux endroits-là. Donc là tout de suite on voit que c'est un outil, on va dire un outil sans équivoque et voilà sans subjectivité, qui permet à tout le monde de dire bon bah non bah tu vois là par exemple ici il y a un vrai problème, il faut faire quelque chose. Donc c'est vraiment en premier lieu, c'est de savoir où sont mes zones de danger sur mon site. On en peut effectivement avec Digdash facilement dire bah voilà mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt les zones obstacles, voilà pour une raison ou pour une autre, parce que par exemple un site qui pourrait avoir peu de piétons sur son site dirait non mais moi ce qui m'inquiète c'est les cartons de mes chariots par exemple avec l'environnement. Bon bah ici on peut passer à obstacle
et revenir à tous les types de détection, par exemple. Si je change de carte, je vais ici arriver sur des clusters où on perd un petit peu en raffinement géographique. Par contre, quand on passe la souris dessus, on a l'heure qui s'affiche. Donc voilà, ça c'est une autre carte qui permet en plus d'avoir la localisation, d'avoir un clustering avec les heures auxquelles arrivent ces détections, puisqu'en fait c'est le deuxième c'est un peu le deuxième volet. J'ai peut-être été un peu trop loin. Voilà, on a ici des gros pôles, par exemple à 14 heures, ici il se passe quelque chose. Alors typiquement, après là, on pourra analyser par la suite, se dire peut-être c'est parce que c'est la pause déjeuner ou je ne sais quoi, ou un changement de shift, typiquement sur des sites industriels où il y a des 3-8 par exemple. Il y a forcément un moment où il y a des chassés croisés à certaines heures clés, 8 heures, 16 heures, etc. Donc ça peut être aussi un moyen indirect de savoir quand est-ce que cette coactivité a lieu. Donc là, on est vraiment sur de la carte géographique, mais qui porte déjà une information horaire. Ici, voilà, on passe sur du détection et du temps de travail. Donc là, le but, en fait, c'est de voir un petit peu la tendance sur la dernière semaine, par exemple, de voir la tendance des détections obstacles et piétons, voir comment ça se passe, si c'est à la baisse, si c'est stable, voilà, comme c'est le cas, ou si c'est en augmentation, parce que ça peut être aussi le cas. Ici, on a le temps de travail des machines, en bas à gauche, donc ça permet un petit peu, encore une fois, dans le but du management de flotte, d'identifier les machines qui, sur la période temporelle, ici là, sur les dates, et qu'on retrouve ici dans les éléments filtrés, permettent de savoir combien d'heures ont travaillé ces machines. Donc ça permet simplement de faire de la productivité aussi, de se dire cette machine par exemple ne travaille jamais par rapport à une autre qui est peut-être surexploitée, et ça permet peut-être de faire du load balancing sur le parc. Donc il y a aussi cette information qui est portée par ce graphique. Et là on retrouve un histogramme des heures auxquelles arrivent les détections. Donc là on n'est plus sur la carte, on est vraiment sur des barres horaires. Et après la question à laquelle on a répondu, qui était où sont mes détections, où est ma coactivité, maintenant on répond à quand est-ce que cette coactivité a lieu en priorité. Donc ici on voit par exemple qu'à 13 heures, c'est sans doute la cantine, on a en moyenne 5,5 détections piétons par heure. Alors quand on dit une détection piéton, chez Arcure, c'est que le système Blackster qu'on a configuré détecte un piéton dans une distance maximum de 10 mètres. Donc c'est assez proche, on ne va pas détecter le piéton à 200 mètres et dire ah oui il y a une alerte. 10 mètres c'est peu, ça peut paraître beaucoup si vous n'êtes pas habitué, mais quand vous avez une chargeuse de 30 tonnes qui recule en marche arrière et qu'elle a des centaines de chevaux, ça va très très vite. Les 10 mètres sont parcourus très très vite, et d'autant plus que certaines machines, on active la détection uniquement quand la marche arrière est enclenchée. Donc voilà, c'est vraiment, on appelle ça des presque accidents, parce que c'est le cas, ça peut aller très très vite. Donc là maintenant on sait quand agir grâce à ce graphique là. Alors on a une fonctionnalité ici qu'on n'a pas encore implémentée, mais qu'on souhaiterait faire, c'est présenter donc les données sous forme de tableau avec les dates, les sites et puis le nombre de détections piétons, et avec un seuil en haut que vous pouvez voir, je peux régler entre guillemets une valeur à partir de laquelle le franchissement de cette valeur entraînera une alerte email ou SMS par exemple au client. Donc ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui n'ont pas envie de passer H24 leur temps sur le dashboard. Alors aussi à ce sujet, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ce dashboard, il peut être utilisé par différents postes au sein de la société. Vous pouvez avoir attendez, parce que là j'ai eu des notifications, mais c'est pas celle-là. Voilà. Oui, je disais, ça peut être utilisé en fait par différents niveaux hiérarchiques, par exemple Digdash. Donc là, par exemple, le dashboard, grâce à de la gestion de droits, par exemple, et compte utilisateur, on peut avoir le gestionnaire d'un site particulier qui dit, bah non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon site de Gennevilliers, par exemple. Donc là, il aura accès qu'aux données de Gennevilliers. Mais le responsable France peut dire, ah bah oui, mais moi, j'aimerais bien voir aussi ce qui se passe à Rocancourt également. Donc là, il aurait accès, il pourrait cliquer également sur Rocancourt. Et puis vous avez le responsable sécurité monde à la Défense qui dit bah non mais moi ce que je veux voir c'est tous les sites, quoi.
et donc là il peut accéder à la liste de tous les sites. Donc ça, ce raffinement et cette gestion de droit chez Digdash est aussi intéressante parce que, encore une fois, on a une centralisation des données à un seul endroit sur le dashboard, mais qui peut avoir différents usages et être utilisé différemment. On peut aussi imaginer avoir des tableaux différents en fonction des logins utilisateurs et par exemple des exports en PDF, PowerPoint, Excel avec des rapports enrichis qui sont automatiquement envoyés toutes les semaines ou tous les mois à différents collaborateurs de la société. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, il n'y a pas besoin de se loguer toujours sur l'outil. On peut être télé-informé, entre guillemets, de la situation sur le terrain. Donc ça, c'est intéressant aussi. Par la suite, donc on a un classement de sites et véhicules. Hein, donc ça, c'est une vue macro. Donc là, je suis en obstacle, mais je peux revenir à la vue globale. Donc ça nous permet de voir en valeur absolue le nombre de détections. Typiquement, je disais tout à l'heure, ça, c'est des indicateurs qu'on va peut-être pas garder parce que les détections en valeur absolue, c'est très dépendant de quand a commencé le test, typiquement, et c'est pas forcément le KPI le plus important pour nous. Le KPI le plus important, je vais vous le montrer ici, c'est les détections moyennes. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a pris tout simplement le nombre de détections absolues pour chaque machine, et puis on a divisé par son temps de fonctionnement. Donc ça nous permet, voilà, de pouvoir comparer de manière relative et objective les machines entre elles, et de savoir par exemple que celle-ci nous donne 11,4 détections par heure, donc c'est beaucoup, et ça permet d'identifier les machines les plus accidentogènes. Voilà, donc là par exemple on voit qu'à Chicago, 13,4 détections piétons par heure, faut faire quelque chose parce qu'il y a un moment donné ça va être la détection de trop, quoi. Donc ça c'est vraiment le KPI sans doute le plus important pour nous et pour le client, on pense, car ça permet aussi également, alors on ne l'a pas présenté, mais on pourrait rajouter un graphique. Je l'avais fait d'ailleurs très facilement. Pour moi, je ne suis pas du tout expert dans les techno-web. Je ne suis pas non plus développeur de formation, mais avec Digdash, j'ai pu facilement éditer un moment dans mon dashboard brouillon, on va dire. J'ai réussi à faire un graphique en disant ok, là maintenant, par exemple, j'ai un taux de détection piéton par heure. Mais pour chaque machine, ce serait peut-être intéressant d'avoir une courbe, une simple ligne qui indique, par exemple, de manière hebdomadaire, comment évolue ce taux. Parce que là, effectivement, Chicago, on voit qu'elle a 13,4 détections piétons par heure, mais si on déploie des actions correctives de sécurité sur le site, j'aimerais bien voir si ce taux diminue dans le temps. Donc ça, j'ai pu facilement ajouter un graphique de test avec ces données. Il suffit d'aller dans l'éditeur. C'est pas vraiment plus compliqué qu'Excel, et puis voire par moment c'est même plus simple, et sélectionner le pas de temps en abscisse, ce taux KPI là de détection de piétons par heure en ordonnée, et puis choisir le type de graphique, et on affiche un nouveau graphique. C'est assez simple. Et last but not least, donc pour finir, les images des détections, donc qui peuvent être intéressantes pour le client. Voilà, donc là typiquement vous voyez ça c'est une zone qui peut être dangereuse, parce qu'on a un piéton qui peut être pris en sandwich entre un camion qui lui est inamovible à l'arrêt, et le véhicule qui peut reculer très très vite, et puis malheureusement coincer le piéton entre les deux, quoi. Voilà, donc ça typiquement c'est vraiment aussi la valeur ajoutée, c'est pouvoir comprendre typiquement pourquoi ce piéton n'est pas dans les rues balises, ou ou par exemple ne porte pas forcément ses EPI adéquates pour manœuvrer, pour évoluer autour de ces machines. Voilà, ou essayer de comprendre un petit peu plus le contexte dans lequel ces détections arrivent, et pouvoir agir dessus, et suivre dans le temps aussi à des fins de formation les zones dangereuses du site. Donc voilà, donc pour nous, pour résumer, c'est un vrai succès, cette solution, puisque ça permet effectivement d'aller plus loin dans notre cœur de métier initial, qui était la prévention et la sécurité au travail. Et puis on le fait vraiment de manière innovante, puisqu'on présente aussi des photos de détection. Ça va plus loin que du simple zoning ou du contrôle d'accès qui peut être fait par moment, ou du badge RFID. On va vraiment au plus près de ce qui s'est passé pour une analyse fine du contexte. Et grâce à Digdash, on présente ça de manière unifiée pour tout le monde sous un même dashboard, avec des systèmes de filtres qui sont assez efficaces. Là, c'était un test pris d'une voiture aux États-Unis, mais bon,
ça fonctionne aussi, hein. C'est un véhicule embarqué après tout. Donc voilà, ça permet effectivement de naviguer facilement et de s'y retrouver. Et ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est que là typiquement, vous voyez, j'ai sélectionné un nom de véhicule et un type de détection. Si je retourne sur un autre onglet, et ben je garde le contexte de filtrage. Et ça c'est important parce que imaginez si tout était remis à zéro, bon bah c'est pénible forcément. Comme vous avez vu, il y a une espèce de voyage en fait de tous les onglets qui est assez logique, hein, la géographie, la période temporelle, puis après les KPI. Si on évolue d'onglet en onglet mais qu'on perdait le contexte, ce serait vraiment dommage, quoi. On pourrait analyser moins finement ce qui se passe sur un véhicule. Donc voilà, l'ergonomie est assez efficace. Voilà, j'ai peut-être été rapide, je sais pas, j'étais peut-être pris par le temps, je me disais qu'il restait peut-être pas autant de temps que je le pensais. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires également, je peux revenir sans souci. Merci à vous en tout cas pour votre attention. Super, merci beaucoup Antime. Alors on a effectivement quelques questions. Alors la première, combien de temps pour bâtir un tableau de bord? Pour construire un tableau de bord. Ah bah celui-ci, alors celui que vous avez sous les yeux, donc nous j'avais rédigé un cahier des charges donc avec effectivement les grandes idées, hein, ce que je vous ai dit, voilà, on voudrait afficher là où ont lieu les détections, quand est-ce qu'elles ont lieu, et avoir des indicateurs croisés, des KPI à présenter. Donc voilà, personnellement, j'ai pas du tout fait de dev à ce sujet-là. Et de mémoire, Digdash nous a donc sorti cette version-là, donc que vous avez sous les yeux, hein, 90% c'est la même. Il me semble, c'était 2 semaines. 2 semaines, donc c'est très rapide, sachant que le plus long pour eux, ça a été finalement le traitement de nos données qui n'étaient pas structurées et qui étaient très, très spécifiques finalement, parce que c'est un use case complètement à part. Donc ça, le code, on va dire, enfoui, a été la partie la plus longue. Et après, une fois que les données étaient disponibles dans l'éditeur Digdash, bah ça c'est vraiment plus rapide, quoi. Après, c'est de la mise en page, etc. Mais en tout, oui, en 2 semaines, on a eu cette version-là. Donc c'est sûr que c'est très rapide, hein. Quand je me souviens avoir comparé, bon là je les citerai plus, mais avec d'autres, des cabinets de développement web aussi, parfois on m'annonçait il faut au moins 2 mois, quoi, parce que ils partaient aussi de technologies moins, on va dire, moins abouties, une base de données par-ci, du Symfony par-là, du Java. Bon, il y avait moins un outil déjà préfait comme Digdash, quoi. Donc c'est assez le time to market est assez court, quoi. Après, je sais pas si Alexandra veut peut-être aussi partager son expérience. Alors malheureusement, Alexandra a dû nous quitter. On avait une autre juste après. Mais merci pour ta réponse. On a une deuxième question. Est-ce que Digdash permet de faire du drill down? Ouais. J'ai la réponse, mais je peux te laisser répondre, Antime. Excuse-moi, encore une fois, j'ai pas bien entendu. Est-ce que Digdash permet de faire du drill down? Ah, du drill down, c'est-à-dire aller vraiment analyser les données finement? Ouais, c'est ça. Ah oui, bah alors nous effectivement peut-être que nous on n'a pas non plus une profondeur de données excessivement grande, hein. On est vraiment bon, on a notre nombre de détections et c'est avec cette valeur-là qu'on fait un peu tout le reste. Après effectivement, attendez, ce que je cherche c'est on a même une petite précision sur la question. Oui. Est-ce qu'un drill down sur le graphique d'une machine permet de voir les statistiques de cette machine du type où le souci apparaît? Ah oui, alors par exemple, bon, je vais répondre en 2 parties. Là, par exemple, ici on a un graphique effectivement en barre. Si je clique ici, je peux avoir un tableau. Et quand je clique, effectivement, je descends. Vous voyez, ici avant, j'avais la localisation. J'étais un peu vite, hein, désolé, c'est mon défaut. Là, j'avais la localisation FR. Si je clique sur FR, la granularité va descendre au niveau ville. Puis, si je reclique sur le site, je retombe sur la liste des machines sur ce site-là. Et après, si je clique sur cette machine-là, je trouve le numéro de série du système qui est équipé actuellement. Donc
Donc là, on voit une arborescence où on descend et on devient de plus en plus spécifique. Et vous avez vu, là, j'ai cliqué directement sur le widget, quoi, sur le tableau. Je suis pas passé par les filtres à gauche et à droite, mais en bas à droite, on voit que en fait, ça a fait le même effet. J'ai gardé mon contexte d'analyse qui est descendu en granularité. Si je montre par exemple les températures, bon, ça c'est des onglets qui sont pas accessibles aux clients, c'est un tableau abstrait, c'est joli. C'est pour notre SAV. Là c'est pareil, je peux cliquer sur les dates, voilà, et venir voir de manière plus fine ce qui s'est passé ce jour-là, cette semaine-là, ou à des heures spécifiques, quoi. Je peux même, je crois, descendre. Oui, voilà, je peux descendre à 5 minutes près. Donc voilà, de manière assez ergonomique, on peut descendre, on peut voyager dans la donnée. Bon, nous, c'est peut-être pas forcément le meilleur use case pour montrer le drill down, mais voilà. Et alors un autre exemple aussi, parce que vous aviez, je crois que j'ai pu comprendre. Par exemple, on peut naviguer de la donnée de différentes façons. Ici, alors attendez, je suis dans quel mode là? Voilà. Si je clique là. Oui, il ne présente pas de photo parce que forcément, il faut que j'en sélectionne un. Voilà, c'est la vue admin. Ici, par exemple, on voit un gros cluster. Si je clique, ça va m'emmener directement sur les photos. Vous voyez, ça c'est une forme de drill down entre guillemets, puisqu'on vient de décomposer un gros cluster en panel de photos. Voilà, donc en coordonnées, longitude, latitude. C'est une façon ergonomique aussi de sauter d'onglet en onglet. Ok, super, merci Antime, ça répond à la question. Bon, tant mieux. Ok, pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, on peut attendre encore quelques secondes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes encore nombreux connectés. Non, bon, super. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup Antime pour ce témoignage. Merci à vous. Et merci à vous tous de votre présence. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez un point dédié tout simplement. On reste à votre disposition. Merci à tous et très bonne journée.